Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu? Et une petite question pour commencer, est-ce que tu arrives à dormir? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que t'en chies? Ouais, j'en chie là. Là, c'est vrai que dans ces moments-là, on est toujours solidaires. La nuit dernière a été compliquée. On aurait enregistré il y a... hier, je t'aurais dit, bah écoute, tout va bien, c'est tranquille et tout. Mais là, la dernière nuit a été assez compliquée. Donc j'ai fait une petite sieste avant d'enregistrer pour avoir la voix pimpante. D'accord. Que moi j'ai besoin vraiment de sommeil, donc je pense que je vais essayer de ne pas m'endormir. Tu vas dormir après. Ouais, pendant le rec. On va t'entendre ronfler. Ouais, je vais piquer du nez. Mais sinon, bah écoute, cette semaine, l'avantage c'est que parfois, les nuits blanches, tout ça, ça permet de jouer un petit peu. Donc j'ai joué à trois jeux cette semaine. Resident Evil 9 Requiem, tu as dû voir, Capcom nous a fait un petit cadeau qui a pop, donc un DLC gratuit. Donc ça fait plaisir, on aime ça. On aime bien. Exactement. Léon Must Die Forever, donc c'est un mini-jeu très arcade. On n'est pas sur le mode commando, mince, comment il s'appelait? Mercenaire. Mercenaire, merci. Que j'aime beaucoup avec le scoring où il va falloir avoir les triple S, etc., les bonnes notes. Là, on est plutôt sur un jeu de survie où il va falloir enchaîner les petites zones, récupérer des buffs, améliorer notre personnage au fur et à mesure jusqu'à atteindre le dernier niveau. Et ça, le refaire plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. C'est très sympathique, ça relance un peu l'intérêt du jeu. C'est encore une fois gratuit, donc voilà. Ne boudons pas notre plaisir. Exactement, quand c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, même si c'est petit ou quoi. Je vois ça comme un petit bonbon offert aux fans. Là, il n'y a pas à se plaindre, en effet. Ensuite, Saros, j'en suis à 13 heures de jeu. On regardait juste avant d'enregistrer. Donc 13 heures, j'ai fait à peu près un tiers du jeu. Donc voilà, j'aime évidemment toujours autant. Et sur Pokémon Verfeuille, j'ai mon 8e badge. Ça y est, j'ai battu Giovanni. Donc la Ligue Pokémon m'attend. Kira, c'est toujours un moment un peu sympa d'aller affronter la Ligue. Donc c'est la prochaine étape. Et enfin, pour faire écho à l'émission de la semaine dernière, j'ai réussi à m'inscrire sur les listes d'attente du Steam Controller, tu sais, de chez Valve. Ah oui. Tout s'est vendu super vite d'après ce que j'ai vu. En une demi-heure, tout s'est vendu hyper vite, file d'attente, les scalpers, enfin ils ont vraiment mal géré Valve. Et pour se rattraper, ils ont relancé des ouvertures, des résas. Donc là, il faut avoir un compte Steam actif avec des achats récents, etc. pour éviter les scalpers. Et là, j'ai pu réserver. Donc j'attends qu'ils m'envoient le lien de paiement. Donc je devrais pouvoir avoir mon Steam Controller. Donc ça, c'était grâce à Billy qui m'a donné l'info. Donc merci à lui. Ouais, c'est bien comme mood là pour éviter justement les scalpers. Je pense que certaines marques devraient s'en inspirer, même si c'est un peu galère, c'est vrai. Au moins, ça permettrait d'avoir l'assurance de profiter un petit peu de cette opportunité. Ouais, parce qu'il y a trop de frustration. Enfin voilà, t'arrives pas à l'avoir et tu la retrouves déjà en vente sur eBay à 200, 300 euros. Enfin, c'est hyper abusé. Ah, moi j'ai toujours la trilogie Mafia en travers de la gorge suite à mon annulation d'Amazon et que du coup j'ai pas pu avoir. Je crois qu'on va en parler un petit peu de Mafia en plus. C'est toi ta semaine avant. Pas de Mafia, trilogie Yakuza. Okay. Là, je vous l'ai dit, je suis fatigué. Donc, t'as fait quoi du coup de ta semaine? Moi cette semaine, je bossais bien sûr, j'ai joué un petit peu à Cyberpunk, je continue Cyberpunk en parallèle de Crimson Desert. En fait c'est en fonction du temps que j'ai de libre. Si je fais des sessions courtes, je me fais un peu de Cyberpunk parce que c'est assez, je le connais bien donc c'est assez facile. Si j'ai plus de temps, je me fais du Crimson Desert. Je continue le revival de Scrubs qui est plutôt cool. Là je sors tout juste de Mortal Kombat 2 au cinéma, le film. Donc, on vous préparera à quelque chose, mais ça sera plus tard dans l'année. Ça sera pas maintenant. Petite surprise, tout à fait. J'ai vu un film français avec Franck Dubosc cette semaine que j'ai trouvé sympa. T'imagines? Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas. Ça s'appelle Un ours dans le Jura et c'est de l'humour noir. C'est assez drôle. C'est pas la grosse poilade, mais c'est suffisamment bizarre pour être sympa. Et voilà. Donc, si vous voulez regarder un petit film qui change. Pourquoi pas? Je vous garantis pas le meilleur film de tous les temps. Je vous avoue que j'ai passé un bon moment dessus. Et bien sûr, j'ai fait mon test de la semaine que j'ai fini. J'ai fini les DLC cette semaine. Donc tu en parleras lors du sommaire d'ailleurs. Quel est le sommaire? Nous y sommes. Donc 2 actualités cette semaine. Star Fox qui a été annoncé lors d'un Nintendo Direct qui a pop exactement comme le DLC de Capcom, donc venu de nulle part. Et on va parler de Bungie suite aux résultats financiers de Sony. On va faire un petit aparté pour ce studio. Ensuite, Mafia 2 en chronique de la semaine. Donc un petit peu de rétro gaming, je pense qu'on peut le dire, c'est du rétro. C'est du rétro maintenant, tout à fait. Et enfin, une fois n'est pas coutume, Monster la semaine dernière en animé. Et vous avez Hunter en animé cette fois-ci avec...
Moi en chronique. Avec le gars et sa canne à pêche. Tout à fait, exactement. Comment on peut faire plaisir à la taverne, comme d'hab, tout ça, vous connaissez la chanson. Alors, le formulaire sur le site web pour l'assurance de passer dans l'émission, on vous cite en fin d'émission, du coup. Sinon, les 5 étoiles sur les applis de podcast, les commentaires Spotify. Vous pouvez réagir à l'émission sur les commentaires Spotify si vous écoutez sur cette plateforme. Et enfin, partagez l'épisode sur les réseaux sociaux, X, Twitter, Insta, Facebook, etc., etc. Enfin bref, plein de moyens de nous soutenir qui sont tous très très importants. Exactement, on lance le générique puis on attaque avec la première news. On va parler d'une petite situation quand même qui commence sérieusement à inquiéter chez Sony, car dans ses derniers résultats financiers, le géant japonais révèle une perte de valeur massive liée à Bungie, le studio racheté en 2022 pour 3,6 milliards de dollars quand même, c'est pas le prix d'une baguette de pain. C'est énorme. Et au total, Sony estime aujourd'hui que Bungie vaut beaucoup moins que prévu, en fait, avec cette dépréciation évaluée à 765 millions de dollars, dont 565 enregistrés rien que sur le dernier trimestre. Donc c'est un chiffre énorme qui montre clairement une perte de confiance autour de la rentabilité du studio et une possible restructuration, ce qui est quand même assez inquiétant. Et puis forcément, difficile de ne pas penser à Marathon, le FPS multijoueur lancé le 5 mars dernier, qui peine à convaincre ses joueurs dans un marché qui est assez saturé de propositions multijoueurs. Ouais, pas évident. C'est ça, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Et actuellement, le titre tourne autour de 5 à 6 000 joueurs en simultané sur Steam, avec des pics quotidiens avoisinant les 15 000 joueurs, ce qui est très loin des monstres qui pèsent dans le game, si je puis dire. À titre d'exemple, Counter-Strike, qui est quand même un ancien jeu, ils sont à peu près à 2 millions quotidiennement, donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc c'est des performances qui sont très loin des objectifs fixés par Sony, et même si aucune com officielle n'est disponible pour le moment, les retours des joueurs sont au mieux middle, au pire négatif, surtout sur le manque de contenu. Et pour Sony, l'acquisition de Bungie commence donc quand même à ressembler à un trou sans fond, et c'est extrêmement compliqué car ils avaient énormément d'espoir, donc au-delà de Marathon, sur le studio et surtout on en parlait sur leur expertise du jeu à service. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que Sony paye-t-il encore la stratégie de la précédente direction ? À ton avis, tu en penses quoi ? Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute, c'est certain, parce que cette stratégie aujourd'hui est difficilement tenable. Le jeu à service connaît des revers, il y a des mastodontes qui sont indétrônables. Et trouver sa place, quelle que soit la qualité de son jeu, devient difficile. Ils ont Helldivers 2 qui continue à surperformer, et ça, c'est la bonne surprise de PlayStation, mais en effet... Je regardais, Helldivers, ils sont à peu près à 150 000 connexions quotidiennes, ce qui est pas mal. Non, c'est très très bien. Et ils génèrent beaucoup de cash. D'ailleurs, dans le rapport financier de PlayStation, ils en parlaient un petit peu. D'ailleurs, rapport financier tout est au vert, tout va bien chez Sony. Chez Sony, ça tourne. Sauf le hardware qui a un petit peu baissé, ce qui explique aussi en partie la hausse des prix des consoles, et ça on en parlera un petit peu la semaine prochaine. On a prévu d'en faire un petit dossier. Mais en tout cas, cette dépréciation de la valeur de Bungie, elle est en effet hyper symbolique. Elle montre que tous les ans, dans la valeur comptable des actifs d'une société, on réévalue ou pas la valeur des actifs. Et là, il y a une dépréciation du coup de l'actif Bungie, qui est un signal très fort. Moi, à titre personnel, je pense qu'ils l'ont acheté trop cher. Bungie, ça paraît colossal le prix qu'ils l'ont payé pour finalement la valeur réelle du studio, avec un Destiny 2 qui était quand même bien avancé. Là, il est en fin de vie aujourd'hui. Marathon s'est vendu à 2 millions d'exemplaires à sa sortie. Chose intéressante, il s'est plutôt... Ce qui est pas mal en vrai, 2 millions c'est pas d'exemplaires. mal. Et même sur Xbox, il s'est plutôt bien vendu. C'est ça qui m'avait impressionné. Ils ont fait 1 million sur PC. Alors, j'ai peur de me tromper. 1 million sur PC, 500 000 sur PS5 et 500 000 sur Xbox. Je crois que c'est ça. Et 2 millions, c'est vraiment pas mal.
Il y a la directrice financière de PlayStation qui avait pris, elle s'appelle Lin Tao, qui avait pris la parole concernant Marathon, et elle disait que en effet, ils étaient pas aux objectifs, même s'ils gardaient quand même évidemment espoir. C'est des jeux qui s'entretiennent au long cours. L'appréciation des joueurs sur Steam est très bonne, le jeu est en très positif. Donc à voir, je pense que ça va être très difficile en tout cas pour Marathon d'exister sur le long terme, à part se constituer une base assez solide, tu vois, de fervents, de joueurs fervents, mais voilà, je suis mitigé. Et Destiny 3 a visiblement à peine son cachet de validation, donc on n'est pas prêt de le voir arriver, quoi. Bah, surtout qu'en plus, pour Marathon, la DA est quand même très clivante. Hein. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a vraiment pas de juste milieu. Ils ont eu le mérite de vouloir tenter de faire autre chose, mais ça peut jouer aussi, je pense, sur les résultats du jeu. On parlait tout à l'heure de dépréciation. Du coup, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui calcule ces choses-là? Est-ce que c'est un organisme extérieur ou est-ce que c'est Sony qui le Non, calcule c'est lui-même Sony. en fonction de ses retours? C'est Sony, en fait. C'est basé sur la valeur normale, l'amortissement d'un actif. Donc c'est la valeur comptable. Je crois que la règle, c'est la valeur comptable moins la valeur de recouvrement, et ça crée la dépréciation. Et là, du coup, il y a une dépréciation sur cet actif qui a été surévalué. Donc ce que fait Sony dans ses bilans comptables, c'est qu'ils réajustent la valeur réelle de leurs actifs. Et pour Bungie, c'est une dépréciation, comme quoi l'actif vaut moins d'argent qu'il en valait l'année dernière ou qu'il en valait au moment de son acquisition. Donc c'est pour ça que c'est quand même un message très fort. Et un message très fort, il faut se le dire, envoyé à destination aussi de la direction de Bungie. Parce que, à mon sens, PlayStation a envie complètement de reprendre la main. Il y a un bras de fer qui s'opère là. Bah oui, bien sûr. C'est ça. C'est pour ça que je parlais d'éventuellement de changement de direction, parce que ça fait plusieurs fois que ça remonte, et quand on voit là justement une telle annonce, c'est quand même tiré au bazooka dans la ruche, quoi. Complètement. Continuons avec Star Fox, donc un Nintendo Direct. Donc il était 23h50. C'était quel jour, Kira? Moi je suis un peu déboussolé en termes de jours. Là on est samedi, donc c'était vendredi. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi, non? Je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais, jeudi à vendredi. Ouais. Bref, 23h50, j'étais réveillé puisque j'attendais que le biberon chauffe, et Miyamoto, via les comptes Nintendo officiels, poste un tweet, donc c'est pas lui j'imagine, mais en tout cas il dit « Et c'est Miyamoto, on se retrouve dans 10 minutes pour un Nintendo Direct ». Donc déjà, chose un peu étonnante, je trouve, en termes de com. Ouais, moi je trouve ça un peu bizarre. Après, j'aime bien quand les trucs sont faits à l'improviste, mais quand même qui communiquent le matin pour le soir. Parce que quand t'es pas au courant, c'est un peu chiant. Parce que moi, j'ai vu ça que le lendemain sur les réseaux sociaux. Oui, parce que nous, en plus, on n'a pas de chance, on a le décalage horaire. Donc voilà, c'est en pleine journée au Japon, aux États-Unis. Nous, pas de bol, c'est très tard le soir. Et donc, c'était pour annoncer le retour de Star Fox, qui est une surprise sans en être vraiment une, parce qu'on connaît l'exposition qu'ils ont donnée à Fox McCloud, la mascotte du jeu dans le dernier film. Et donc, on retrouve Star Fox et toute la bande, et l'équipe de Star Fox, donc Sleepy, Falco, Peppy. Je les connais pas très bien. J'ai été aidé de deux personnes qui nous suivent, Kyle et Max McCloud. Donc, pour un remake, donc on va voir quel jeu précisément a été remaké. Donc entièrement en 4K à 60 FPS, heureusement. Cinématique refaite. Véhicules modernisés. Il y a plusieurs dans ce jeu-là, il y a plusieurs véhicules. Il y a les Arwing, donc les fameux vaisseaux qu'on voit dans le film. Il y a les tanks, les sous-marins, entièrement doublés en VF. Donc ça va être très cool. Par contre, je trouve, en plus, on en parlait récemment, on en parlait cette semaine. C'est pas le cas dans toutes les grosses productions. Et là, on a un remake qui de moins en moins surtout. Hein. Ouais, qui a la VF, c'est bien. Une DA. Là aussi, je trouve assez clivante, assez étonnante, où Koizuma le dit, ils ont fait le choix du réalisme, faisant référence à la DA du tout premier Star Fox sur Super NES, où c'est presque des Muppets, enfin tu vois, des marionnettes un peu. Oui. Donc ça, c'est un choix audacieux. Déjà, je sais pas ce que t'en penses, toi, sur la DA. On aime ou on n'aime pas. Là, moi, je suis mitigé, j'attends de voir en jeu, mais je leur trouve un côté un peu très Muppet à ces figures. Moi, globalement, j'aime bien. Bon, à part Falco qui ressemble à une vieille poule. Et je trouve que Fox McCloud a un petit double menton, donc ça me fait un peu bizarre. Mais globalement, j'aime bien parce que ça s'éloigne un peu du design cartoon, comme on voit beaucoup dans les productions Nintendo maintenant.
Et comme tu dis, il y a un côté un peu vintage là-dessus, Ouais. c'est-à-dire quitte à faire un remake d'un remaster de tout ce que tu Mm. veux, autant garder un peu l'essence de l'époque. Et là-dessus, je trouve que ça fonctionne. En fait. C'est pour ça que j'ai marqué audacieux, parce que je trouve qu'en effet, il fait assez peu Nintendo, finalement, dans la DA, ce jeu. Alors que Star Fox, même si c'est une licence oubliée depuis quand même un bon moment, bah, elle est très Nintendo, elle est encore dans l'ADN, elle a une forte exposition. Et ce que je peux comprendre, c'est entre le Fox McCloud que l'on voit dans le film Super Mario Galaxy et C'est très celui-ci, cartoon. Hein. voilà, tu vois, ça crée une certaine dissonance. Donc, un des premiers griefs qu'on peut faire, que je trouve légitime au jeu qui n'est pas encore sorti. Moi, au contraire, c'est ce que j'aime bien parce que la DA qu'il avait dans Super Mario Galaxy, en fait, c'est la DA Illumination. J'aime pas, moi, perso. Je trouve ça trop cartoon, trop. C'est très générique, en fait, et très actuel, tout simplement. Et là, ça a le mérite d'avoir un parti pris un peu différent. Et donc, qu'est-ce que c'est Star Fox, c'est un rail shooter en 3D. Donc déjà, c'est un style assez désuet de nos jours, où on fait de l'exploration de planètes de façon non linéaire. On va se créer un chemin dans la galaxie. On va pouvoir mixer un petit peu les parcours. Il y aura plusieurs fins, plusieurs façons, plusieurs parcours à débloquer dans le jeu. Il y a une compatibilité avec la manette N64, donc ça c'est assez drôle. Il supporte aussi, tu sais, la fameuse souris de la Switch 2. Et c'est un jeu vraiment à défi, un jeu arcade, un jeu d'objectifs chronométrés. On est vraiment sur des stages, des levels en mode vraiment très arcade. Ils ont prévu du combat 4v4 jusqu'à 4v4, donc l'équipe de Star Fox, l'équipe de Star Wolf, les méchants, jusqu'à 8 joueurs. Il y a le game chat, etc. Il y a tout un tas de features récentes, modernes, heureusement, avec les avatars personnalisés. Tu as dû le voir, ça, moi je trouve ça assez naze. Ouais, je trouve ça tout pourri. Quand tu... Après, c'est vraiment du gimmick. Mais après, en vrai, je pense que ça peut être amusant, mais en tout cas, ça fait pas envie de faire un... En fait, ça fait très Apple de 2010, quoi, tu sais, où tu avais la complètement. possibilité avec les emojis, là, les bitmojis, là, de les personnaliser et tout. Ouais. Ouais, c'est un peu cocasse. Et donc, pourquoi un remake? Et c'est là qu'on en vient à la remarque que tu faisais juste avant. Cette saga, c'est un énorme plat de nouilles. Donc, tu l'évoquais. Déjà, il y a Star Fox sur Super NES. C'est le jeu original. C'est le point de départ de la série. C'est, voilà. Que j'ai toujours. Classe. En physique? En physique, tout à fait. J'ai toujours la cartouche. J'ai plus la boîte, mais j'ai toujours la cartouche dans ma boîte. Mince, en loose, ok. C'est ça. Donc, ce jeu a connu un premier reboot, c'est Star Fox 64, et on le verra encore un petit peu après. C'est le jeu qui, c'est ce remake là, le jeu qui sort sur Switch 2. Donc Star Fox 64, qui s'appelait d'ailleurs Lylat Wars par chez nous parce qu'il y avait des problèmes de droit aux États-Unis, etc. Donc c'est un reboot du Star Fox originel sur Super NES. Ensuite, il y a eu Star Fox 64 3D qui est un remake remaster de ce Star Fox 64 sorti sur 3DS. J'espère que vous accrochez toujours. Ensuite, il y a eu Star Fox Zero sur Wii U qui est un reboot de Star Fox 64 qui inclut en même temps des éléments du lore des autres jeux, notamment Star Fox 2 sur Super NES. Qui est considéré comme la meilleure version pour l'instant. Celui sur Wii U? Oui, la Star Fox Zero. J'en parle un petit peu après des notes, mais après tu as Star Fox 2 qui est un épisode original, sauf qu'il a été annulé puis finalement republié dans la SNES Mini. Donc c'est assez drôle. Dedans, ouais. Tout à fait, dans ma SNES Mini justement. Et j'avais complètement zappé, c'est suite à un de mes posts sur Twitter où quelqu'un m'a dit qu'il était dispo dedans, et je dis c'est cool, faut que je le lance. Ouais. Et justement le Star Fox Zero qui reprend des éléments de ce de Star Fox 2 justement. Et après il y a 4 spin-offs, donc Command, Assault, Guard et Adventure qui est sorti sur GameCube. Donc voilà, on a senti quand même que Nintendo a beaucoup tâtonné avec cette licence sans savoir vraiment trop quoi en faire. Et là, le remake qui nous concerne, celui qui a été annoncé, c'est bien celui de Star Fox 64, donc Lylat War, qui est finalement un petit peu le socle de la saga. Et ils ont choisi de le faire revenir au travers de cet épisode. Et pourquoi à mon sens, déjà parce qu'on l'a dit, c'est un peu le bazar dans la saga et une suite à ce qui a déjà été produit n'avait pas vraiment de sens parce qu'on allait, on faisait une suite duquel, surtout que les jeux sont assez anciens. Un reboot total, sachant que la série a déjà été rebootée un certain nombre de fois, pareil, tu vois, c'est pas évident, je pense, comme élément de posture à prendre.
Ensuite, ils ont décidé de faire un remake plutôt qualitatif, je trouve. Tu vois, ce qu'on en parlait avec la VF, avec la 4K, etc. Bah, disons qu'au moins là, pour une fois, il y a du boulot chez Nintendo. Je veux dire, ils sortent pas une émulation à l'arrache à plein tarif. Là, on sent quand même qu'ils ont bossé dessus. Bah, au-delà de l'émulation, c'est pas un portage, quoi. C'est pas un simple portage, en effet. En termes de lore, d'histoire, je pense qu'ils ont pris le bon jeu parce que c'est de celui-ci, de l'Illatoire, que tous les autres découlent, notamment les spin-offs comme Adventure, qui est assez populaire, qui se passe 8 ans après celui-ci. Bah, ça permet peut-être de faire des décrochés avec les spin-offs. Celui-ci, le Star Fox 64, c'est le jeu le plus vendu de très loin. Les autres sont plutôt tous des échecs commerciaux. Ils dépassent rarement les 2 millions d'exemplaires. Celui-ci a fait quasiment 5 millions. Donc c'est le plus vendu. C'est le plus apprécié. C'est pour ça que, tu vois, en termes de notes, la presse et les joueurs ont mis celui-ci en plus apprécié, donc le Star Fox 64. Donc c'est ce qui explique pourquoi ce jeu a été choisi. Et le remake, bah, pourquoi faire un remake ? C'est simple, maîtrise des coûts, ça coûte moins cher, moins de recherche et développement. Ça permet de faire revenir la licence à moindre coût, donc 49 € en prix d'appel. Bah, c'est écrit 59 sur le site de Micromania. 59 en physique et 49 Ah en oui, en démat. démat, c'est un peu moins cher, ok. Ouais. Et le point final de tout ça, de tout mon propos, donc sacré plat de nouilles, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Ils font un remake du plus populaire parce que moi je pense que ça va pas beaucoup marcher. Le rail shooter sur une DA assez réaliste, sur un jeu très typé arcade, très typé scoring, etc. J'ai du mal à voir ce jeu performer. Et j'ai du mal à voir la licence Star Fox vraiment revenir sur le devant de la scène. En tout cas, moi, je suis pas très optimiste pour les ventes de ce jeu-là et pour la réussite de cette licence. En tout cas, je l'espère. Hein, c'est cool de voir la licence revenir. Moi, je vais le prendre. Mais en tout cas, le rail shooter de nos jours, ça s'adresse à qui vraiment ? Et ça, c'est pour toutes ces raisons, en tout cas, que je trouve rationnel le choix d'avoir fait un remake sur ce jeu. Alors moi, de mon côté, je pense que ça va se vendre au contraire, hein, parce que quand c'est floqué Nintendo, généralement, les gens dépensent sans compter. Ah ouais, tu penses ? Tu vois ce que je veux dire ? J'ai dépensé sans compter, tu vois. Moi, là où je suis un peu déçu, c'est que Star Fox, à l'époque, était une petite claque, faut dire ce qui est. C'était le premier jeu, tu sais. Alors, c'était pas vraiment de la 3D, mais c'était le fameux Nintendo Zoom qui était mis en avant et tout. Et c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Et comme tu dis. Le mode 7 ? Le mode 7, tout à fait. Ils appelaient ça le SNES, Nintendo Zoom. La version 64, moi, je l'avais fait à l'époque, parce que je l'avais eu avec la Nintendo 64. Et typiquement, c'était vraiment le même jeu, mais là, avec une vraie 3D et tout. Et c'est vrai que c'était plus sympa. Après, encore une fois, faire 5 versions du même jeu, je pense qu'il y a quand même, on va dire, plus un moyen d'utiliser son budget à meilleur escient. Il y a des jeux comme Star Fox Adventure, par exemple, qui sont plus intéressants, et pourquoi pas mettre des vraies scènes de vol ou d'intégrer des scènes de vol de ce Star Fox-là et de faire quelque chose de plus ambitieux. Car s'ils veulent tâter le terrain avec un rail shooter, clairement, enfin, je veux dire, le lore de Star Fox est tellement grand qu'on peut se permettre quand même de faire pas mal de petites choses. Et surtout qu'ils ont eu une pub de 2 heures avec Super Mario Galaxy, donc rien que ça, déjà, je suis sûr que ça peut permettre au jeu de vendre des palettes. Après, ça me semble pas être un gros risque financier, hein, parce qu'encore une fois, ça reste un rail shooter. Ils ont encore les codes d'époque. Et s'ils ont remaké celui-ci, c'est tout simplement parce qu'ils peuvent se le permettre. Il a déjà été remaké 3 fois. Donc derrière, on va dire que niveau code source, ça passe. Après, en l'état, encore une fois, je trouve que Nintendo est assez feignant sur le sujet. Ils vendent ça un petit peu comme un grand événement. Et je trouve que c'est un peu un pétard mouillé. Quitte à faire du Star Fox, faites du Star Fox en fait, c'est-à-dire faites quelque chose de nouveau, pourquoi pas, ou éventuellement quitte à remaker quelque chose, faire un remake ou une compile avec plusieurs choses dedans, mais juste un seul jeu vendu 49 balles, pour moi ça me paraît encore une fois un peu prohibitif. Ouais, après moi pour Star Fox Adventure, je suis pas sûr que ce soit un bon choix de faire un remake de celui-ci, parce que comme je l'expliquais, c'est un spin-off de mais la t'es série. pas obligé d'avoir fait le Star Fox original. C'est une histoire à part entière en fait. Il se passe quand même 8 ans après et il prend place, tu vois, dans cette galaxie de l'Illatoire. Enfin, moi, ça me semble être important quand même. Ouais, mais regarde, t'as adoré le God of War remake, alors que pourtant ça se passe après la première saga God of War que tu n'avais pas faite, et ça n'empêche que tu y as trouvé ton compte en fait. Star Fox Adventure, c'est un peu pareil. Ils sont partis du principe de faire autre chose, même si ça se passe après, le jeu est suffisamment indépendant pour que les gens le comprennent, et surtout le jeu est peut-être plus actuel en termes de gameplay et de feeling pour le grand public en fait, contrairement à un rail shooter. Après, Star Fox Adventure, c'est un Zelda-like avec quelques phases de rail shooter en effet qui étaient plutôt ratées d'ailleurs. Il y en a même plus trop de nos jours du rail shooter. C'est pour ça que moi je suis plus
Je suis moins optimiste, comme je le disais, pour la saga. Pour moi, ils prennent la bonne posture. C'est pas un jeu qui a été remaké 5 fois. Hein. C'est pas évident. C'est peut-être pas très audible en podcast. Mais en gros, on a l'épisode SNES, l'original. Il y a eu un reboot Star Fox 64 et on a un remake de ce reboot. Donc, c'est véritablement le premier vrai remake de cet épisode-là. Parce que l'épisode 3DS, comme je disais, c'était plus un portage et un relifting. Et l'épisode Star Fox Zero, c'est pas du tout un remake, il prend une direction un petit peu différente, avec des mécaniques différentes, même si la base de l'univers est à peu près la même. Donc c'est pour ça que là, encore une fois, la nuance est importante, on n'est pas sur surexploitation du même épisode, c'est plutôt un remake d'une série qui est repartie à zéro. Donc un choix finalement, comme je disais, plutôt cohérent de repartir de celui-ci pour refaire des bases assez Je me souviens à l'époque, alors moi j'avais fait sur Super Nintendo, j'ai fait la version 64 et j'ai fait la version Wii U quand on m'avait prêté une Wii U en fait, qui était plutôt cool parce qu'il y avait une possibilité d'interaction avec la mablette et c'était plutôt sympa. Donc ouais, à voir ce que ça va donner en tout cas, mais bon, on fera les pronostics quand ça sortira, ce qu'on en pense. Exactement. C'est donc la fin des news, on va passer sur le test de la semaine, un petit peu de zik et puis on attaque. Le jeu Mafia 2, donc j'ai déjà parlé de Mafia Definitive Edition, j'ai parlé de Mafia The Old Country qui est sorti l'année dernière ou cette année, je ne me souviens plus, pour dire à quel point... L'année dernière, je pense. C'était pas l'été de l'année dernière ? Ah oui, c'était peut-être l'été dernier, tout à fait. Et donc là, maintenant, j'ai décidé de vous parler de Mafia 2, qui est quand même sorti le 24 août 2010, donc ça remonte à loin. Hein. Oh là oui. Il est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, et il était développé par le studio tchèque 2K Republic. Il est édité par 2K Game, et il s'inscrit comme la suite directe du premier opus sorti en 2002. Donc dès son annonce, il suscite une attente particulièrement forte chez les amateurs de jeux narratifs et d'univers criminels réalistes, entre guillemets, hein, ça reste un jeu vidéo, tant le premier Mafia avait marqué les esprits par son ton mature et sa mise en scène digne de films de gangsters. Moi à l'époque je travaillais chez Micromania quand ce Mafia est sorti, et c'est vrai qu'il y avait une très très grosse attente, que ce soit au niveau des joueurs ou même les fournisseurs, ils attendaient vraiment ce jeu comme le Messie. C'était un événement. Donc c'était quand même un événement, et c'est vrai que maintenant le jeu, enfin la saga Mafia a quand même perdu de sa superbe. On en parlait lors de mon test sur The Old Country, ils sont revenus à quelque chose de plus resserré, avec des budgets plus faibles, et c'est vrai que la licence Mafia ne fait plus autant rêver qu'avant, hein, ça. Mais il faut savoir, c'est que ce Mafia 2, c'était quand même un événement. La genèse du projet Mafia 2 remonte à la sortie du premier jeu, donc 2K République tchèque, anciennement Illusion Softworks, souhaite alors créer une suite plus ambitieuse, tirant pleinement parti des nouvelles capacités techniques des consoles de l'époque. Le premier Mafia était sorti sur PC à l'époque, et ensuite il était sorti sur Xbox première du nom, dans un portage qui était, il faut l'avouer, complètement dégueulasse. Et là ils ont profité justement de l'apport de la HD en fait, pour essayer de faire quelque chose de plus, on va pas dire révolutionnaire, mais de plus abouti techniquement. L'objectif était clair, offrir une expérience plus immersive, plus vivante et plus cinématographique. Et si le premier jeu s'inspire fortement du grand classique du cinéma mafieux, Le Parrain, le second, lui, s'oriente davantage vers Les Affranchis, donc un autre grand film de la mafia réalisé par Martin Scorsese, très bon film d'ailleurs, tout en cherchant à développer sa propre identité et son propre lore. Le développement fut long et complexe, hein, car le développement a duré 7 ans, ce qui est quand même beaucoup pour un jeu à l'époque, et avec cette volonté constante de perfectionner la narration, les animations faciales et la crédibilité du monde ouvert, car comme je le disais dans les 2 premiers tests, chaque mafia, la ville est un personnage à part entière, et c'est encore le cas dans celui-ci. Donc l'équipe accorde une attention particulière aux détails, hein, qu'il s'agisse des véhicules, de l'architecture ou encore des comportements des personnages non jouables, afin de donner vie à une ville crédible et vivante. Pour ce qui est de l'histoire de Mafia 2, il se déroule dans la ville fictive de Empire Bay, donc qui est une ville fortement inspirée de New York. Pour Mafia Definitive Edition, le premier, c'était Chicago. Donc là, on part à New York dans les... Ok, une autre ville. Donc. Une autre ville, tout à fait. Chaque mafia a une ville différente. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Sympa, ça. Exactement.
Là, ce jeu-là se passe dans les années 40 et les années 50. On y incarne Vito Scaletta, un jeune italo-américain issu d'un milieu modeste. Le synopsis débute pendant la Seconde Guerre mondiale où Vito est engagé dans l'armée américaine. Il combat en Sicile, il est blessé au combat et il est rapatrié chez lui pour une longue convalescence. À son retour, il retrouve son ami d'enfance Joe Barbaro, qui l'introduit progressivement au monde du crime organisé. Et surtout, il arrive à le faire, comment ça se dit là, tu sais, quand tu es réformé. Il arrive à le faire réformer alors qu'il devait retourner sur le front. Donc, il a une sorte de dette envers son meilleur ami. Et très vite, Vito se retrouve plongé dans un univers de dettes, de combines et de règlements de compte pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et surtout rembourser les dettes laissées par son père. Il accepte de travailler pour différentes familles mafieuses. Et ce qui commence comme une simple opportunité de gagner de l'argent facile se transforme progressivement en une descente inévitable dans la criminalité. Le jeu suit son ascension au sein de la famille ou même au sein de la grande mafia, mais aussi les sacrifices et les pertes qui accompagnent ce style de vie, ce mode de vie. Un peu les Peaky Blinders. Ça me fait penser à ça. C'est un peu, un peu ça, tout à fait. L'histoire est structurée en chapitres. Chacun représente une étape clé dans la vie de Vito, permettant ainsi de suivre son évolution sur près de 2 décennies. Le premier Mafia, c'était pas ça. On pouvait suivre l'évolution de Tommy sur un certain laps de temps. Mafia 3 et Mafia The Whole Country aussi, c'est très resserré, mais c'est la première fois qu'on a un protagoniste sur un laps de temps aussi long. Le gameplay de Mafia 2 est réaliste et immersif, contrairement à d'autres jeux en monde ouvert. Il ne cherche pas à multiplier les activités annexes, mais plutôt à offrir une expérience narrative très forte et cohérente. Vito peut se déplacer librement dans Empire Bay, il peut conduire différents véhicules, participer à des fusillades ou encore interagir avec divers éléments du décor. Les combats sont basés sur un système de cover shooter à la Gears of War et c'était la mode à l'époque. La conduite des véhicules est également un élément central, elle reflète les sensations des voitures de l'époque avec une certaine lourdeur et une inertie réaliste. Les voitures américaines de l'époque, c'était quand même des veaux, faut dire ce qui est. Il faut respecter également certaines règles, comme les limitations de vitesse ou même le code de la route, sous peine d'attirer l'attention de la police. Donc on peut avoir une contravention ou ça peut même déclencher une course-poursuite. Après, tu peux finir en prison. On peut payer sa contravention, on peut essayer de soudoyer la police. Donc ça, c'est un souci du détail qui renforce l'immersion et qui donne, du moins à ce jeu, une identité unique. Et c'est une de mes features préférées. Donc une de mes features préférées qu'on retrouve uniquement dans Mafia 1 et 2. Dans le 3, ils l'ont enlevé et c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui manque. Et bon, on sait pourquoi ils l'ont enlevé. Je l'expliquerai lors du test de Mafia 3, mais oui, il y a une raison valable à ça, qui s'appelle GTA-like. Ah oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Okay. La progression de Vito passe par des missions variées. On va avoir du trafic de clopes, par exemple, des braquages, des assassinats, transport de marchandises ou encore un peu d'infiltration. Chaque mission est mise en scène de manière cinématographique avec des dialogues soignés et une réalisation digne d'un film. Le jeu met davantage l'accent sur la narration que sur la liberté totale, ce qui est avec le recul une force. En fait, ça renforce vraiment l'intensité de l'expérience. Autre point très très positif, c'est les musiques qui jouent un rôle fondamental dans cet épisode. La bande-son est composée de titres emblématiques des années 40 et 50. C'est diffusé à la radio des voitures, donc on va y retrouver du jazz, du blues, du rock'n'roll. On va même avoir quelques morceaux orchestraux qui accompagnent parfaitement l'ambiance du jeu, mais ces morceaux orchestraux, ça va plus servir de sound design, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et puis c'est cool pour l'immersion, ça marche toujours, le truc où tu changes de station dans la voiture. Un peu comme on le fait dans Cyberpunk ou dans GTA, c'est sympa. Exactement, et surtout cette sélection musicale nous ancre vraiment dans cette époque. On a même des débriefs de matchs de baseball à la radio, donc on entend ce qui s'est passé ou quoi, ce qui donne vraiment une sensation de vie, et surtout les matchs qui vont débriefer, c'est des matchs qui ont réellement eu lieu aux États-Unis à l'époque en fait. Excellent. Et au-delà de son gameplay et de sa musique, le jeu aborde de nombreuses thématiques. Le jeu traite avant tout de l'ambition et de ses conséquences. Vito cherche à sortir de la pauvreté et à offrir une meilleure vie à sa famille, mais cette quête le conduit à faire des choix moralement discutables. Le jeu explore davantage la notion de loyauté, notamment à travers la relation fraternelle entre Vito et Joe. Et contrairement au premier, qui
qui était, on va dire, plus manichéen, on va dire, dans son ambiance, celui-ci est beaucoup plus subtil et beaucoup plus opaque, en fait. Et à elle seule, elle constitue un des piliers émotionnels de l'histoire. Classe. Alors la famille, ça bien sûr, tout récit de mafia, on parle de la famille. Vito est constamment tiraillé entre ses obligations envers sa mère et sa sœur et son engagement dans le monde criminel. Ce conflit intérieur renforce notre attachement au personnage. Le jeu aborde bien sûr la question du rêve américain et surtout elle montre son revers, en fait, comme dans le film Les Affranchis. C'est là qu'on va avoir ce petit parallèle. La difficulté de réussir honnêtement dans un monde en crise et surtout la tentation de prendre des raccourcis peu glorieux. Au début, quand Vito arrive, il a envie de suivre le chemin, il va travailler à l'usine de son père et il voit qu'en une seule journée il va gagner $2 en fait et qu'il va être traité comme de la merde, tu sais, à faire le cariste, et c'est là qu'il se dit finalement fuck, je peux me faire 10 fois plus en 2 heures, autant que je parte dans ce monde-là. Et je trouve que cette notion, tu vois, est très très bien représentée. Oui, il y a souvent dans ces films-là, des films et jeux, ça fait c'est un partie des lapsus, mais poncifs, tout à fait. oui, voilà, la lutte des classes, etc. Enfin, voilà, parler des conditions de travail de l'ouvrier. C'est d'ailleurs un peu le cas dans Peaky Blinders aussi, que je citais tout à l'heure. On l'a plusieurs fois dans la série. Je suis à la saison 2 de Peaky Blinders et c'est quelque chose qui ressort. Ouais, c'est un classique. Mais c'est bien, ça fonctionne bien. Moi, c'est des thématiques que j'aime beaucoup, en fait, parce que ça joue sur beaucoup de choses. Ça joue sur la moralité et surtout, il y a cette notion de si je fais quelque chose de moral, c'est plus difficile et je vais galérer en fin de mois que si je fais quelque chose d'immoral et d'illégal, en fait. Et donc, on comprend un mec qui sort de la guerre, qui a vécu des choses horribles. Donc la violence, ça c'est un autre point, la violence est omniprésente dans Mafia, mais elle n'est jamais gratuite, elle est présentée comme une conséquence directe des choix du personnage et du monde dans lequel il évolue. Le jeu met la lumière sur la brutalité de la mafia, mais aussi son code d'honneur et ses règles strictes. Là où c'est aussi très intéressant, c'est que contrairement au premier Mafia, que je trouve que à l'époque, je l'avais dit dans ma chronique, je trouvais qu'il valorisait un peu la mafia. Là, c'est tout le contraire, en fait. Je trouve qu'il la valorise pas. Et c'est un piège qu'il faut éviter dans ce genre de film, parce que beaucoup de gens glorifient le film Scarface, par exemple, avec Tony Montana et tout. Enfin, ça n'empêche que dans Scarface, le mec est quand même horrible, il est odieux et il meurt comme une merde à la fin. Mais tout le monde se rappelle, en fait, de la scène de fusillade qui est cool. Et le truc, c'est qu'ils ont rendu la mafia cool, en fait. Et dans Mafia 2, c'est pas le cas. Et ça, c'est un point que je tenais à souligner. Ouais, c'est bien. Autre point également, c'est le personnage de Vito Scaletta, qui est particulièrement intéressant à analyser. Au début du jeu, il est jeune, il revient de la guerre, il est motivé par un désir de s'en sortir. Il voit dans la mafia une opportunité d'ascension sociale rapide, et surtout, ça lui donne une image cool. Cependant, au fil des années, il devient plus dur, il devient plus froid, en fait, et il est surtout de plus en plus conscient des conséquences de ses actes. Et c'est une évolution différente des films de mafia, parce que dans les films de mafia, on a toujours le moment où le personnage est au top du top et il chute dramatiquement vers le bas, en fait, et surtout il devient vite dépassé. Là non, en fait, on a une personne qui épouse les codes de la mafia et qui devient de plus en plus dur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour le souligner. Moi, Vito, ça me fait penser à, tu sais, Fatal et Vito. C'est mauvaise foi nocturne. Ouais, qu'on chantait dans la voiture en allant à la piscine. Ouais. Et j'arrive pas à m'extraire de ça. Donc, est-ce que tu peux arrêter de l'appeler Vito ? Je t'avoue que quand je joue à Mafia 2 et qu'il l'appelle Vito, j'ai toujours cette petite réminiscence qui remonte à chaque fois aussi. Essaie de l'appeler autrement, là, jusqu'à la fin de la chronique. On va l'appeler, je sais pas. Alors, sur les 2 décennies couvertes par le jeu, notre protagoniste passe d'un simple soldat à un membre respecté de la mafia. Pourtant, cette réussite a un coût. Il perd peu à peu son innocence et se retrouve confronté à des choix de plus en plus difficiles. Et c'est cette transformation qui est l'un des aspects les plus intéressants du jeu, car elle est traitée bien sûr avec subtilité, mais surtout on se met à la place de notre personnage. On se dit que, est-ce que nous, à sa place, est-ce qu'on aurait fait pareil, en fait ? Il y a un des plus gros points forts de la saga Mafia, et ça c'est pour tous les jeux, c'est l'ambiance qui fait, et surtout c'est une ambiance qui fait toujours le café en 2026. Et puis on joue pour ça souvent à ces jeux-là, c'est pour l'ambiance avant tout. Exactement. Empire Bay est une ville vivante, elle est crédible, elle est riche en détails. Les changements d'époque, notamment entre les années 40 et les années 50, sont parfaitement retranscrits à travers l'évolution de l'architecture, des vêtements, des véhicules et surtout la musique. On voit aussi les PNJ qui se comportent différemment.
Et je trouve que le jeu a su vraiment capturer l'essence de ces décennies. Chaque quartier possède sa propre identité et les conditions météorologiques changent parce que sur chaque chapitre, vu que ça se passe à des moments différents, ils peuvent faire par exemple un passage en hiver, donc on va avoir de la neige, ce qui va ajouter une dimension supplémentaire à l'expérience. On voit même la neige, tu sais, fondre doucement sur le capot des voitures lorsque tu roules. Classe. Et ça, pareil, à l'époque, c'était quelque chose qui se voyait pas beaucoup. Donc on a les dialogues, les accents aussi, les interactions entre les personnages qui contribuent aussi également à renforcer cette immersion. Tu peux te pointer dans un magasin, acheter des fringues. Si tu te repointes derrière pour le braquer, forcément le magasin peut être fermé derrière. Si tu tues le mec, il pourra ne plus jamais réouvrir. Et ça, c'est des petites choses aussi qui sont aussi très intéressantes. Pour conclure, Mafia 2 est une œuvre marquante. La profondeur de ses personnages et son ambiance exceptionnelle en font à mes yeux le meilleur opus de la saga. C'est un jeu qui ne cherche pas à en faire trop, mais qui réussit parfaitement ce qu'il entreprend, raconter une histoire forte dans un univers crédible. Et même si j'adore cette saga et que j'ai énormément d'affection pour le remake du premier, je dois dire que j'ai été scotché en refaisant ce jeu du début à la fin. L'histoire, les personnages, l'ambiance m'ont profondément marqué et la fin est particulièrement marquante. Et là-dessus, ça laisse pas forcément indemne. Là où c'est intéressant, c'est que ce jeu est facilement jouable car ils ont fait un remaster à la sortie du remake du premier pour pouvoir l'adapter sur les nouvelles consoles. Donc vous avez ce jeu en 4K 60 FPS, donc il a pris un petit coup de vieux graphiquement, mais vous pouvez le jouer facilement sur PC, Xbox et PlayStation. Ouais, c'est l'avantage des remasters. Et c'était une compile des 3 ou pas, du coup, le remaster? C'est une compile des 3, tout à fait. En fait, j'ai cru l'avoir passé. Le premier, c'est un remake qu'ils ont sorti dans cette compile. Ça, tu nous l'avais dit dans la chronique. Ouais. Voilà, le deuxième, c'est un remaster du 2 pour que les gens puissent, on va dire, jouer dans la continuité, même si ça fait un sacré choc graphique entre les deux. Et le 3, qui était sorti du coup avant, fait partie de cette compile, mais lui, c'était déjà un jeu PlayStation 4 à l'époque. Donc ils ont juste rajouté les DLC dedans. Classe. Bon, c'est cool. Donc c'est plutôt cool, et encore une fois, c'est un jeu qui n'est pas très long. Il va vous falloir une quinzaine d'heures pour le terminer. Tu vas être content, il y a des collectibles, tu peux aller choper des Playboy un peu partout dans la map. Donc c'est toujours sympa, avec des pin-ups de l'époque. Moi qui suis pas collectible, moi qui suis pas collectible, je t'avoue que là, bizarrement, j'étais atteint de collectionnite aiguë. Mais voilà, c'est un grand jeu, et un de mes jeux préférés, donc voilà, je voulais vous en parler. Et merci à Vito, du coup. Merci à Vito et sans son pote fatal. Voilà, il s'appelle Jonah. Tout à fait. Du coup, maintenant que j'ai terminé, toi, tu voulais nous parler aussi d'un truc que tu as apprécié, je crois, un animé qui fait partie d'un manga, mais un manga qui est très très populaire au Japon. Oh que oui, c'est une institution. Et qui est toujours en cours de développement d'ailleurs. Il n'a jamais été, enfin, il n'a pas été terminé. Non, il n'a pas de fin, pas pour l'instant en tout cas. Donc c'est Hunter x Hunter, et on va parler du reboot de 2011 parce qu'il y a eu 2 séries animées. La première c'était Nippon Animation, je crois, je suis pas certain. Et là, j'avais vu la première. Moi. Ouais, ben là ils en ont fait une seconde. Le studio Madhouse, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est un sacré studio que j'aime beaucoup. Moi aussi. L'auteur du manga c'est Yoshihiro Togashi et le réalisateur de la série animée c'est Hiroshi Kojina. Il y a 148 épisodes. Je regardais un épisode à chaque séance de sport, tu vois. Donc ça fait, franchement, je pense que ça fait quelques mois que j'y suis. Ce 148 épisodes, c'est pas rien. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas enchaîné une série comme ça. En plus, très rigolo, je la regardais en parallèle avec un pote et on débriefait à chaque fois les épisodes. Et c'est dispo sur Netflix. Donc si vous voulez la regarder, c'est sur Netflix. C'est marrant, c'est que moi j'ai fait Full Metal Alchemist Brotherhood aussi pendant mes séances de sport, un épisode par séance également. Donc j'ai fait les 80 épisodes. Sacrée série ça. Faudra qu'on en parle un jour. J'ai prévu. Et très bien. Donc générique, et on se retrouve juste après. Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, Hunter Cross Hunter, en bref, dites comme vous voulez. Je crois que, en tout cas, il y a un consensus pour dire qu'on dit Hunter x Hunter. Donc c'est une série, je l'ai dit, de Yoshihiro Togashi, et c'est pas n'importe qui ce petit monsieur, parce que c'est l'auteur de Yu Yu Hakusho, qui est aussi une très grande institution au Japon, moins chez nous. J'adore Yu Yu Hakusho. Mais c'est très très bien, et j'aimerais bien d'ailleurs regarder Yu Yu Hakusho maintenant après Hunter x Hunter. Ils sont sur Netflix, tout à fait. Série ultra populaire, et Hunter x Hunter, comme tu l'as dit, c'est
Voilà, c'est vraiment un monument. Et moi, c'est ce qui m'avait attiré, c'est parce qu'il y a une communauté Parce qu'il a une canne à pêche. énorme. Bon, on va en parler de la canne. Il y a une communauté énorme derrière Hunter x Hunter, et j'avais besoin de comprendre pourquoi, en fait. Parce que, en effet, au premier abord, Gon et sa petite canne à pêche, ça me transcendait pas beaucoup. Et là, pour cette série animée, parce qu'on se focus bien sur l'animé, je n'ai pas lu le manga. C'est le studio Madhouse, j'en parlais tout à l'heure, donc à qui l'on doit Death Note et Monster, justement. Donc Monster, petit, Et Monster qu'on a petit fait la clin d'œil semaine avec dernière. Et Ichigo 100% aussi. Ichigo 100%. Ah ouais, c'est c'est fou, avec ça. des jeunes filles qui ont Ouais. des forts arguments. Je m'en souviens très bien. Et donc, plus qu'un remake, parce qu'on est finalement un peu dans ça, il y avait déjà une première série, comme j'ai dit, de Nippon Animation. Là, le réalisateur, donc Hiroshi Kojima, voulait davantage axer le contraste de direction artistique entre le côté assez enfantin, saturé dans les couleurs, avec finalement le côté un peu âpre, très dur du manga, parce que finalement c'est un manga un animé qui aborde des thèmes très difficiles, avec beaucoup de cruauté, il y a du sang, etc. Donc il faut pas se fier justement au premier regard qu'on peut avoir sur cette série. Et il le dit d'ailleurs, enfin là c'est l'auteur qui le disait dans une de ses rares interviews, parce qu'il apparaît assez rarement, l'auteur du manga. Et ça j'aime bien en termes de création, d'avoir un petit peu son état d'esprit en tête justement. Il dit « Je ne veux pas créer des personnages simplement bons ou mauvais, je veux que le lecteur ressente l'inconfort de comprendre intimement les motivations de ceux qu'il est censé détester. » Parce que tu verras, c'est un des maîtres mots de Hunter x Hunter, et ça, je sais que c'est quelque chose auquel tu es attaché, c'est qu'il n'y a rien de manichéen. Tu vois, il n'y a pas les bons, les gentils. Et ça, je vais beaucoup le développer, mais c'est quelque chose qui est très central chez l'auteur et qui est très bien retranscrit du coup dans l'anime. Surtout que ça, c'est quelque chose malheureusement qui est de moins en moins présent dans les œuvres de la culture pop, en fait, où j'ai l'impression que les personnages sont forcément tout blancs, forcément tout noirs, et c'est rare d'avoir des personnages ambigus. Et ça, j'en parlerai beaucoup parce que c'est en effet un des éléments forts. Donc, juste petit aparté pour le manga, donc il est à 410 chapitres aujourd'hui. L'animé que l'on traite, là, s'arrête au 339e chapitre du manga. Donc, il a quand même bien continué le manga depuis. Mais c'est vrai, entre le rythme de parution, les soucis de santé, etc., ça s'est fortement réduit. Pour l'instant, il n'y a pas de fin au manga. Et l'animé, lui, clôture comme il peut, et il le fait plutôt correctement. Voilà, on a envie d'en savoir plus forcément, mais la fin est quand même réussie, la fin de l'animé. Ouais, il y a quand même une fin. Il y a quand même une fin, quoi. Donc le pchit, on suit Gon, donc qui a 12 ans, armé de sa petite canne à pêche en effet, et il va quitter son île pour passer l'examen de Hunter. Son papa est un Hunter aguerri. Ah, il veut des badges Pokémon et tout, quoi. Exactement, mais non, pas du tout. Parce qu'on va voir, les Hunters, c'est un peu différent. Et il veut surtout retrouver son papa. Donc sa motivation est purement personnelle. Il veut retrouver son papa, qui est un Hunter très réputé. Il s'est dit qu'en passant l'examen de Hunter, il peut petit à petit retracer le chemin qui le mènera vers son père. Et les Hunters, c'est quoi ? Donc, ça veut dire chasseur, certes, mais c'est pas tout à fait ça. Il faut plutôt voir ça comme des mercenaires un peu freelance qui ont des expertises dans des domaines. Ça peut être la médecine, le combat, la chasse, pourquoi pas, l'information, la cuisine. Il y a des hunters gourmets, ce qui est assez rigolo. Ouais, assez cocasse. Assez cocasse. Et quand tu passes l'examen de hunter, tu récupères une licence de l'association des Hunters, qui est une grande institution qui protège un petit peu le pays et qui met justement à disposition des gouvernements les Hunters pour les aider dans des tâches quelconques. Ça peut être de l'assassinat comme de la diplomatie par exemple. C'est des missions très très diversifiées, et donc Gon il se lance là-dedans. Il veut devenir Hunter. C'est un titre très honorifique parce que la sélection des Hunters est très très ardue, et le début de la série, du coup le premier arc, c'est l'examen de Hunter, et on va suivre Gon et ses petits copains qui va se faire au fur et à mesure de l'aventure. Exactement. Hunterisé, quoi. Il y a quelque chose dans cet univers de Hunter x Hunter qui marque tout de suite. C'est franchement, je pense que Monsieur Togashi, le mangaka, c'est quelqu'un de très obsessionnel, parce que franchement c'est fou. Il décrit absolument tout. Il apporte beaucoup de rationalité de façon très méthodique à son univers, au point qu'il décrit vraiment toutes les règles du jeu de l'univers qu'il te met en face de toi. C'est assez perturbant.
parce que très souvent, tu as une voix off qui t'explique voilà, les hunters, les règles du concours des hunters, par exemple, c'est décrit, etc. Les situations géopolitiques des pays, hop, c'est décrit. Tu as une petite carte, il te montre des maps, tu vois, où tu vois les différents états, machin. C'est un peu la world map de Final Fantasy. C'est complètement ça, et garde ça à l'esprit, c'est très bien ce que tu as dit. Ils font parfois des schémas. Ils te disent, tiens, quand les personnages ils montent un plan, ils te font tu vois un petit schéma à l'écran. Enfin, c'est hyper didactique, c'est très méthodique, beaucoup de rationnel. Et ça rend vraiment cet univers hyper tangible, cohérent, palpable et surtout assez unique. Tu vois, je trouve qu'on voit vraiment cette recette assez rarement et ça montre un côté vraiment très obsessionnel, je dirais, qu'a ce mangaka que je connais finalement pas beaucoup. Mais dans cette œuvre-ci, c'est frappant. Tu vois, tu te le prends vraiment en pleine face. Les arcs, sur 148 épisodes, Kira, tu te doutes, des arcs narratifs, il y en a beaucoup. Donc je vais pas tous les décrire, mais ils sont de qualité assez variable. Pas le deuxième arc, mais celui de Yorkshire City, pour ceux qui l'ont vu avec la Brigade Fantôme, moi c'est celui que j'aime le moins. Il y a un film d'ailleurs, Hunter x Hunter, qui est adapté de cet arc que j'ai pas aimé. Mais sinon, globalement, c'est très cool. Il y a un arc narratif, c'est Grid Island, et il se retrouve dans un jeu vidéo où il faut collectionner des cartes qui correspondent à des pouvoirs, etc. Et au final, au lieu de remplacer des combats physiques, d'arts martiaux, comme on a dans tous les shonen, là, c'est plus des combats de cartes, tu vois, de pouvoirs, donc un peu à la Yu-Gi-Oh! Et c'est assez rigolo. Donc voilà, en tout cas, il y en aura pour tous les goûts. L'arc des fourmis chimères, qui est l'arc phare, qui est très très fort. Enfin voilà, il y a plein de trucs très cool. Et surtout, dans cet univers, je le disais un peu au préalable, ce monde est gris. Il n'y a pas de manichéisme, comme je le disais. Les antagonistes ne sont jamais véritablement méchants, même si leurs ambitions sont pas louables, faire de l'argent, faire des meurtres, etc. Mais toujours, tu as la description de leur psyché, de leur façon de penser qui teinte un peu le personnage de différentes nuances d'émotions, différentes nuances de motivation, et ce qui fait que tu te retrouves à parfois pleurer la mort d'un antagoniste. Et je trouve que quand on arrive là, c'est la marque des très très bons méchants. Enfin, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Tu parles de celui qui ressemble à un clown, là alors, fait l'espèce de Joker version japonaise. Hisoka. Non, je pensais pas à lui forcément, je parlais plutôt du... voilà, je vais pas dire, mais il y a des méchants comme ça. Hisoka, lui, c'est un personnage, ça, c'est pas un très gros spoil, jusqu'à la fin de la série, tu connais vraiment pas vraiment ses motivations. Ouais, il est juste là pour tuer des gens. C'est le grain de sable, quoi. Voilà, exactement, c'est le grain de sable de Gon. Il se trimballe un peu à la chaussure parce Hisoka est fasciné par Gon. Mais c'est complètement de ça. Il aime la pêche. Pas vraiment. La canne à pêche, d'ailleurs, elle est là que dans la première saison. Après, il n'a plus du tout de canne à pêche parce qu'il développe des pouvoirs que je vais décrire après. Mais la canne à pêche disparaît très très vite et moi, c'était un des points bloquants aussi. Je pense que l'auteur a dû se dire, je suis peut-être allé un peu trop loin. La canne à pêche, c'est pas terrible. Mais en termes de thématique, je l'ai dit et je le répète, toutes les quêtes des personnages sont personnelles. En fait, il n'y a pas de sauver le monde, machin, il n'y a jamais vraiment de ça. Donc, c'est soit se venger, c'est soit retrouver ses racines, avec Gon qui veut retrouver son père, devenir médecin, Léolio, qui est un des personnages importants du début, se confronter à plus fort que soi, Hisoka, tu le dis, le clown, mais aussi le président des Hunters, sa motivation, c'est ça aussi. Le désir de tuer. On est quand même dans le classique du shonen. On est dans le classique du shonen, mais tu m'offres une transition tout à fait parfaite. Mon paragraphe d'après, c'est que c'est l'anti-shonen. Pourquoi ? Parce que c'est un animé, un manga qui se veut très radical dans son rythme, dans son approche. C'est un shonen qui ose le non-combat. T'as toute une saison qui va t'installer un affrontement final qui va finalement ne pas avoir lieu. Pas avoir lieu pour plein de raisons plutôt... émotionnel, plutôt psychologique. C'est un manga aussi qui prend beaucoup son temps. C'est-à-dire que finalement, dans Hunter x Hunter, tu as très peu de combats. Ouais, c'est pas la constante du tout. Non, pas du tout. Les combats sont bien iconisés. Ils sont là, ils sont vraiment très cool, mais ils sont assez rares. Le rythme est très lent parce qu'il y a ce souci, comme je t'expliquais, du détail où l'auteur va t'expliquer tout, va te donner
toutes les règles de son monde, etc. Dont une des plus importantes, que je vais pas décrire parce que c'est un peu... Ne pas parler aux inconnus. Non, c'est le système de pouvoir. On est dans des arts martiaux et en fait, chaque personnage a des pouvoirs. On appelle ça le nen. Et en fait, il te le décrit de façon très très complexe. Enfin, pas complexe parce que ça voudrait dire qu'on comprend pas, que c'est difficile à comprendre, c'est pas le cas, mais c'est très dense parce que tu as plein de piliers de cet art martiaux qui est le zetsu, le ren, le ten, le hatsu, qui t'emmènent vers l'utilisation de l'aura qui est le nen. Et dans les utilisateurs du nen, tu en as plusieurs qui sont soit du renforcement, soit de la transformation, soit de la matérialisation. Et ce qui fait simplement tout ça pour dire que tu as des mecs, ils ont des pouvoirs différents, ils font des choses très différentes. Gon, lui, va augmenter sa puissance pour taper très fort. C'est un gros bourrin, tu vois. Killua, son ami, il va pouvoir manipuler l'électricité. Hisoka, il va, comme le Joker, il va avoir des cartes, tu vois, il va pouvoir envoyer les cartes, un peu comme, tu sais, le X-Men, là, ce que j'adore en plus. Gambit. Gambit, exactement. C'est un peu le Gambit des X-Men. Donc, en gros, il y a tout un système d'art martial, de puissance, d'aura, etc., qui est très décrit, mais qui est finalement là juste pour simplement dire qu'ils ont des pouvoirs différents, et c'est très cool. Ça offre une très grande variété, une très grande générosité dans l'archétype des personnages, et c'est très bien. Mais en tout cas, avant la conclusion, c'est ça que je trouve assez fou, et c'est là que ça a fait tilt, c'est qu'Hunter x Hunter est pensé comme un jeu vidéo pour moi. Parce que l'auteur te donne ses règles, il te donne le game design du monde qu'il te présente, il te fait des tutos, mais vraiment il te fait des tutos. Tu as des petits schémas qui t'expliquent, tiens, tel naine, il va mieux avec celui-ci, si tu progresses tel truc. Il y a un côté encyclopédique. Bah ouais, carrément, en plus, c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Il y a un côté, cette voix off, tu vois, c'est un peu comme... pareil, je mange les mots en ce moment, mais la série qu'on aimait bien, Il était une fois, où tu avais une voix off qui t'explique... Avec Maestro. Ouais, qui t'explique que le globule rouge, il fait ça, le globule blanc, machin. Et bah, t'as ça dans Hunter x Hunter, en fait. T'as vraiment une voix off qui t'explique. Donc, dans ce monde, il y a ça qui fait ça, machin, qui interagit avec tel truc, etc. Ce qui fait que c'est assez unique. T'as une appréciation de ce monde, de cet univers qui est très unique et qui est très jeu vidéo, où j'ai l'impression de... Ouais, ça fait des tutos, ça fait des règles, etc. Un game design. Et c'est pas pour rien. Je me suis renseigné parce que je trouvais ça quand même très bizarre. Et l'auteur est passionné de jeux vidéo, en particulier de JRPG, notamment Dragon Quest. Et là, je trouve que quand on sait ça, ça prend tout son sens, tu vois. D'où le côté ouais, ça prend vraiment, vraiment. Et enfin, le dernier truc, j'avais dit déjà que c'était le dernier truc, mais là, c'est vraiment le dernier truc. Je réinsiste sur un dernier point. Les personnages, il y a un très grand degré d'émotion dans cet animé, parce qu'en fait, à chaque arc, tu vas voir des personnages disparaître, pas forcément parce qu'ils meurent, mais tu vas avoir un personnage principal, bah, il va simplement plus être avec Gon, parce que le mec aura fait son chemin et tu le reverras 3 arcs plus tard, mais à la place, tu auras un autre personnage qui vient pour cet arc spécifiquement, et il va avoir sa propre histoire, son propre background, que tu vas apprendre à connaître, à découvrir, et que tu vas reperdre l'arc suivant pour laisser place à un autre personnage, etc. Et ça, je trouve que c'est aussi extrêmement disruptif, rare dans le shonen. C'est ce que j'aime, moi, quand les personnages sont là sporadiquement, en fait, juste pour créer leur histoire, ça les rend intenses, en fait. Ouais. Si Mirai Trunks est si intéressant dans la saga Dragon Ball, c'est parce qu'il est là que un cycle, en fait. Après, il fait sa life et voilà, quoi. Quand les personnages reviennent de cycle en cycle, je trouve qu'ils perdent un petit peu de leur aura. Bah ça, je te dis, c'est vraiment ça. Et sans trop spoiler, il y a un personnage récurrent du début qu'on retrouve qu'à la fin. Donc on fait 100 épisodes sans lui alors qu'on pensait que c'était un personnage central. Et d'arc en arc, je te dis, t'as un personnage qui pop, qui est incroyable. Mais non, il capitalise pas dessus. Le personnage, il finit par faire sa vie parce que le monde est ainsi fait, parce que c'est cohérent, parce que l'univers est unique, il marche, il fonctionne, il est organique. Et la vie de chacun, bah, le gars que tu as eu à la saison 3, bah, à l'arc 3, bah, il va reprendre sa vie parce qu'il n'est pas destiné à faire son chemin avec Gon, tout simplement. Et ouais, c'est encore une fois très unique dans le monde du shonen. Et oui, je vais conclure par ça. C'est que Hunter x Hunter, moi, je le mets très haut dans mon top. Il est dans le top 3 de mes shonen parce qu'il a ce côté très singulier, très unique, qui ressemble à rien d'autre, pour son rythme, pour ses personnages, pour l'écriture, pour la motivation, pour comment le monde est narré auprès des spectateurs ou des personnes qui lisent le manga. Et ça en fait une œuvre, j'ai pas d'équivalent, ouais. Tu vois, dans le monde du shonen. Et ça, je trouve que, encore une fois, c'est la marque d'une très grande œuvre. Et Hunter x Hunter en fait partie. Écoute, c'était cool. Du coup, t'as passé un bon moment dessus. Excellent. Donc tu le recommandes, si je comprends bien.
Je recommande chaudement sur Netflix, allez-y, Ok. foncez. En plus, c'est récent, donc c'est pas trop moche à regarder. Donc Bah oui. c'est vrai que Non, l'ancienne non, c'est série très avait joli, bien vieilli, l'animation est quand même cool. pas mal vieilli. Là, celle-ci, c'est plutôt cool de voir ce qu'ils en ont fait là. As-tu des petits big up que tu souhaiterais passer? Alors, un formulaire, donc Jérémy Lahousse qui t'a envoyé un lien pour récupérer Oui, The j'allais en Movies. parler. Remercie-le, c'est très gentil. Justement, je ferai ça juste après l'épisode. Eh ben, grand merci Jérémy Lahousse. Alors, ça n'a rien à voir. C'était un ODR pour ma machine à laver Bosch que je m'étais mis de côté. Donc, c'est pas un big up. Ça n'a rien à voir, tout à fait. Ma machine à laver m'a lâché. Et il y a Mérine qui nous a fait un long message très sympathique, qui adore la taverne. Il nous félicite, il adore nos critiques, nos recos. Il a aimé ta chronique sur Monster, qu'il a commencé et il est C'est addict. très gentil. Bah écoute, c'est un super voyage et franchement, je t'envie de le découvrir maintenant. Un long message qu'on a évidemment lu, partagé et qu'on te remercie, très cher Mérine. Moi, je voudrais remercier aussi Alex qui m'a envoyé un lien pour The Movies et également qui dit qu'il nous écoute en voiture et qui kiffe ce qu'on fait. Donc merci à toi. Donc c'était un Merci, message Alex. Facebook et également notre cher Yanus qui m'a envoyé également un lien pour The Movie. Merci à toi. Il est fort. Cet homme Il est est fort, fort. il est fort notre Yanus. Nunus national. Ainsi se termine cet épisode. Je te laisse le mot de la fin. De quoi vas-tu parler la semaine prochaine? Un peu de teasing. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un jeu que j'ai teasé l'année dernière et que j'ai obligé de chroniquer. Un jeu qui dure 1 heure. D'accord. Voilà, j'en dis Ah pas ça c'est de la chronique. La chronique va être plus longue que le jeu. plus. Ouais, la chronique va être plus longue que le jeu, mais franchement, le concept est incroyable. Tu vas kiffer, Kira. D'accord. Bon, bah écoute, ça donne envie. Et toi? Eh ben écoute, je sais plus, je le savais tout à l'heure. J'ai écrit un truc là il y a quelques jours et je me rappelle plus ce que c'est, donc je perds un peu la boule, je pense. Mais en tout cas, je vous ai prévu un truc la semaine prochaine. Nous sommes rassurés. Bah, je te laisse le mot de la fin et puis on Eh conclut. ben, merci à toutes et à tous de votre écoute. Merci, Kira, pour cette belle émission une nouvelle fois. Mais On va aller se reposer un petit peu. Voilà, je pense qu'on en a tous les deux grands besoins, mais nous sommes là malgré tout, donc on compte sur votre indulgence quand on bafouille et qu'on oublie nos mots. Mais surtout, prenez du plaisir, kiffez, allez au cinéma voir Mortal Kombat 2, jouer à des jeux vidéo, du rétro gaming, peut-être Mafia, peut-être Star Fox 64 si vous l'avez encore comme Kira en cartouche. Lisez des livres, écoutez de la musique, bref, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Kira, on se dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.